ici à Nouakchott. Quel sentiment vous anime après 2 jours de concert, 2 jours de festivités? Quel sentiment vous anime après la célébration de ces festivités? Bon, je salue vraiment l'enthousiasme que j'ai pu déceler dans la réaction des mélomanes d'ici, des associations de fans, clubs qui m'ont accueilli. Et malgré les temps qui sont un peu difficiles un peu partout dans le monde, on a vu aussi que dans toutes les 2 soirées, 2 générations sont venues répondre à l'orchestre d'Andegno. Donc la première soirée, j'ai vu que c'était des gens, des personnes que je connais très bien, qui d'habitude ne vont pas dans les soirées, mais qui ont tenu une fois de plus à venir passer la soirée avec nous. Parce que l'orchestre d'Andegno, bon, il s'y retrouve. Mais il y a aussi cette nouvelle génération qui est née bien après la création de l'orchestre dans le Lignol, qui se réclament des fans de Baaba Maal et qui ont voulu vraiment venir et participer à leur manière à cette célébration des 38 années d'existence de l'orchestre dans le Lignol. Moi, je suis assez satisfait parce qu'on avait eu beaucoup de peur. Et à juste titre, parce qu'on a reçu beaucoup de messages nous disant que bon, les temps ne sont pas très favorables pour célébrer des festivités à Nouakchott et peut-être même à Dakar, par rapport à tout ce qui nous interpelle. Mais une fois de plus, le comité d'organisation a voulu vraiment démontrer que ils sont engagés et ils ne voient pas les raisons qui feront que cette manifestation puisse être reportée. Donc c'était un challenge et on a réussi le challenge. Ma satisfaction est de ce côté-là. Et qu'est-ce qui explique votre choix pour la Mauritanie? Mon choix pour la Mauritanie, je pense que ne doit surprendre personne. Je l'ai toujours dit, la Mauritanie occupe une place importante dans la vie de l'orchestre dans le Lignon. À sa création, je pense que la communauté Poulard a été très satisfaite de voir un orchestre, au-delà de la musique traditionnelle qui était très connue, qui était très popularisée, mais de voir un orchestre moderne qui représente sa musique, qui représente sa culture. Et quand l'orchestre a été créé, je pense qu'on s'est vite rendu compte que, entité commerciale qu'on était, on pouvait vendre 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de cassettes en ce moment, en son temps. Et plus tard, de venir et de voir l'engouement qui était encore beaucoup plus, qui avait un impact beaucoup plus important en Mauritanie qu'au Sénégal. Bien que les gens parlent Pulaar au Sénégal comme en Mauritanie, mais la Mauritanie se disait, voilà, ça c'est notre orchestre, c'est le Dent de Ligno. Et il y a beaucoup de personnalités donc, qui m'ont accompagné dans ce chemin. Et la Mauritanie, je n'ose pas dire que c'est le premier pays du Dent de Lignol, mais la Mauritanie quand même a beaucoup participé à vraiment à l'essor du Dent de Lignol et à l'épanouissement du Dent de Lignol, parce qu'un orchestre a besoin de voir ses fans, a besoin de quand on sort d'une production, que ça soit consommé. La Mauritanie a toujours consommé. Quand on fait des concerts, que ce soit ici et dans le monde entier, la population, les mélomanes mauritaniens sont là en face de nous. Bien au-delà même de la communauté Halpolar, de la communauté noire, il y a les Maures de la Mauritanie, avec qui donc j'ai fait beaucoup de duos, Dimi Minta Abba, Ouleya, Yassine, plein de musiciens morts qui se disaient que ça, c'est très proche de nous. On a besoin de faire des choses avec Baaba Maal. Ils sont venus me retrouver à plusieurs reprises au Sénégal et nous avons alerté ensemble quand il y a eu des problèmes. Donc la Mauritanie est un pays qui a son importance dans la vie de Baaba Maal, mais dans la vie aussi du Dent de Lignol. Dès là, je constate que nous avons fait ici en Mauritanie, commence à avoir
en degré d'avancement culturel de jeunes talents ou une prolifération de jeunes talents? Comment jugez-vous cette avance culturelle par rapport aux autres continents noirs? Oui, bien, la Mauritanie avait besoin de ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'artistes mauritaniens de talent, comme Ousmane Hamadi Diop et tant d'autres, bien avant Ousmane Hamadi Diop. Bien que tout ce qui se passe sur le plan culturel, sur le plan musical, Lasli Fouta, Djibinende Fouta, Birom Ndiaye et tous venaient s'épanouir en Mauritanie. Quand ils ne jouaient pas en Mauritanie, c'est comme s'ils n'avaient rien réalisé. Mais de notre côté, les artistes mauritaniens aussi, pour s'exprimer, pour avancer, pour être reconnus, il leur fallait partir. Mais maintenant, de plus en plus, on voit qu'ils ont commencé à avoir un noyau de jeunes talents qui sont là. Je pense que la nouvelle génération a compris qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait une organisation autour de leur carrière. Advisor est un exemple concret. Donc, il gère bien sa carrière avec un staff autour de lui, des productions de vidéos bien réfléchies, un programme bien planifié. Et tout le reste est en train de suivre. Alors que quand on parle d'industrie de musique, il va falloir vraiment penser qu'il faut une structure, un mouvement autour de tous ces talents. Bon, je me réjouis du fait qu'il y a tous ces jeunes qui font de la musique urbaine, mais avec beaucoup de coloration sur le plan culturel, traditionnel. Donc j'entends parfois dans certaines productions, j'entends des khalam, des hodou qui jouent la musique traditionnelle, j'entends d'autres instruments. Donc ils sont en train d'arriver à trouver le juste milieu entre ce qu'on appelle musique urbaine et moderne, qui vient peut-être des États-Unis, d'un peu partout dans le monde, et ce qu'ils ont de vraiment spécial et qui appartient à leur communauté, pas seulement les Halpulaar, mais les Hassaniens, que ce soit les Soninké, et tout le monde s'y met. Et c'est pourquoi il y a quand même quelque chose qui est en train de naître en Mauritanie. Et c'est maniable, c'est gérable pour moi, parce que la Mauritanie, c'est un pays, la population n'est pas une population exorbitante, donc qui n'est pas excessive. Et avec aussi d'artistes talentueux, si jamais le gouvernement, le ministère de la Culture et tous ceux qui travaillent dans l'industrie de la musique croient davantage à ces jeunes talents et essaient de les promouvoir, de les accompagner, la Mauritanie peut faire tâche d'huile. Est-ce que c'est une culture? On peut la comparer par rapport aux autres pays réputés culturels, à savoir le Nigeria, la Guinée-Conakry. Bon, le Nigeria est un pays à part. Sa population fait des millions d'habitants. Et c'est des artistes qui ont compris qu'ils ont une originalité qui vient de leur tradition, qu'ils ont mis en avant. Et l'industrie culturelle a existé depuis très longtemps, déjà depuis du temps de Fela, donc jusqu'à présent. Et en même temps, l'avantage, c'est la langue. Ils parlent anglais, donc le monde entier parle l'anglais. Et donc, mais c'est là où se trouve le combat pour certains pays comme le Sénégal, comme la Mauritanie, comme la Guinée et le Mali. Nous concentrons davantage sur nos langues nationales pour promouvoir nos langues nationales à travers notre musique, notre culture, notre théâtre et notre cinéma. Mais en même temps, nous devons nous atteler à avoir une lumière par rapport à ce qu'on doit faire pour que les gens comprennent davantage ce qu'apporte notre culture. Moi, je vais revenir un peu sur l'organisation du 30e anniversaire. Vous avez célébré récemment un grand concert au Grand Théâtre de Dakar. Vous avez organisé 2 activités à Nouakchott, à l'Ambassador et à la CAS. Maintenant, peut-on savoir quelle sera la suite de cet anniversaire-là? Est-ce que vous allez organiser avec prévu d'organiser d'autres activités? Nous acheminons directement vers le festival Les Blues du Fleuve, qui reste chaque année une étape pour conclure l'année en beauté au niveau de Podor.
Si jamais nous pouvons le faire dans d'autres localités au bord du fleuve Sénégal, nous le ferons. Mais en tout cas, cette année-ci, ce sera à Podor, le 8, 9, 10 décembre. Et nous attendons à recevoir beaucoup d'invités, pas seulement sur le plan culturel, mais sur le plan en coopération pour parler de beaucoup de sujets sur le plan de développement. Et des Noirs américains qui ont eu à nous recevoir à Denver, donc qui ont vu l'orchestre, qui se sont dit, bon, ça c'est une porte d'entrée, les Blues du Fleuve, pour venir au Sénégal, avoir des échanges avec des associations de développement. On avance des fois avec certaines incompréhensions de la part de quelques branches des populations, et ça se comprend. Parce que quand j'ai dit par exemple, je prends le cas de Podor, j'ai demandé à tous nos parents qui ont des terres, par exemple, ou là où se trouvent les 50 hectares, par exemple, pour, pour demander à la SAED d'aménager. Tout le monde a accouru. Mais on sait très bien que ce problème foncier est un problème vraiment sérieux au niveau de l'Afrique et surtout dans cette bande du Sahel. Et des fois, les gens se posent des questions ou bien les gens ont des suspicions par rapport à est-ce que demain on ne viendrait pas s'approprier de nos terres. Et donc, parfois, il y a des réticences. Mais en tout cas, le projet avance et à chaque saison, les gens font la ruée vers les 50 hectares pour demander des parcelles à cultiver. Et ils le font très bien. On s'est dit une fois pour allier mon engagement avec les aspirations des populations, il fallait qu'on aille vers quelque chose de plus propre. Donc, j'ai fait de telle sorte qu'avec mes partenaires et surtout Namca Trust, qui est au niveau de Londres, qui a une très belle organisation, très bonne organisation, on les a nantis d'une motopompe solaire et une irrigation solaire pour laisser de côté le gasoil et tout le reste qui polluait. Et ça a soulagé aussi les ayants droit des parcelles parce que sinon, ils se mettraient à cotiser, à te mettre l'argent sur la table pour acheter du gasoil à chaque saison. En tout cas, ils ont dit un grand ouf de soulagement. Mais parce que j'ai toujours voulu que Namca soit un exemple dans cet engagement pour respecter notre environnement, sinon, ça n'aurait pas de sens qu'on m'appelle ambassadeur pour la lutte contre la désertification et consorts. Moi, j'ai alerté il y a presque 7 ans, 10 ans, quand nous sommes partis, dans l'Union, le parti jouer à Niamey. Le concert qu'on a donné à Niamey, il y avait la première dame qui avait une fondation aussi qui travaillait avec toutes ces associations qui étaient concernées par cette immigration irrégulière. Et en ce moment, il me semblait qu'il y avait beaucoup de pays qui ne comprenaient pas que c'était un danger qui était en train de commencer. Et quand je suis revenu, j'en ai parlé, je suis parti au Zénith de Paris, j'ai commencé mon concert en parlant de cela. Je dis que bon, on est en train de faire la sourde oreille, mais il y a nos enfants, nos fils, une nouvelle génération qui est en train de périr dans le désert. Et je les ai vus au Niger. Et depuis lors, je continue à en parler. Quand je suis parti au système des Nations Unies aussi, c'est fort de tout cela que j'ai pris ma guitare et j'ai dit que vous parlez de développement, vous parlez de tout cela, mais tant que vous ne réglez pas ce problème de la jeunesse qui doit rester et qu'elle soit prise en charge, qu'on l'écoute. Et j'ai fait des articles avec beaucoup d'organes de presse pour leur dire que revenons en arrière, essayons de voir ce que papa faisait, ce que maman faisait, même dans les familles, que les parents d'abord, avant d'interpeller les gouvernements, que dans les parents d'abord, qu'ils essaient de s'asseoir de temps en temps avec leurs enfants, de leur faire comprendre eux qui ils sont. D'abord, que l'enfant puisse savoir qui est mon papa, qui est ma maman, qui est mon parent, pour avoir confiance. Mais il y a un fossé entre la vie de cette nouvelle génération et
et la vie des parents. Donc, il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus de... Et c'est ce qui se traduit dans la rue, et jusqu'à l'engagement de nos gouvernements et consorts. Et il n'y a personne qui est... Il n'y a personne que je pense doit être content de voir périr des jeunes dans le désert, d'être malmenés de part et d'autre dans certains pays qui se réclament pays africains, qui font partie, par exemple, de la célébration ou bien des compétitions de la CAN, et en même temps qui ne considèrent pas les Africains du subsahariens en faisant partie intégrale de leur environnement. Et en même temps, des jeunes qui traversent, qui prennent les pirogues. Maintenant, on voit ce qui se passe au Nicaragua, Brésil, les consorts. C'est dur de voir tout cela se passer, alors que nous avons besoin de ces jeunes pour construire l'Afrique de demain. Et nous disons tous l'Afrique, mais on ne peut pas construire l'Afrique sans cette génération. Donc prenons le temps de nous appesantir sur leurs problèmes, et chacun de son côté, que les artistes puissent quand même en parler, que les familles puissent être engagées et qu'on puisse aller aussi sensibiliser à la base les familles qui encouragent ces jeunes à partir. C'est là où je dis que l'engagement des parents est assez important. À la base, on s'assoit avec son fils, on ne peut pas lui dire que bon, j'ai besoin de toi ici, battons-nous pour te créer un environnement meilleur ici. Mais au lieu de dire à mon enfant, va, tout le monde part, donc tu as à partir. Donc ça, c'est quand même une erreur grave de la part des parents. Mais maintenant, il y a l'engagement des autorités pour créer, comme nous avec Nanka, de leur dire qu'on vous demande de ne pas partir. Mais voilà, là, vous pouvez vous lever le matin, aller prendre des parcelles. C'est pas dégradant de faire de l'agriculture moderne. Pour parler d'investissement, moi, je suis beaucoup plus dans l'humanitaire. Bon, chacun son choix. Chacun là où on se sent le plus à l'aise. Je pense que depuis toujours, quand j'ai appelé l'orchestre dans les Lignols, c'est pour être au service du Lignol. Tous les concerts qu'on a eu à donner au stade Amadou Barry, au niveau du Fouta, dans des petits villages, c'est pour des projets de développement. C'est dommage, je le dis très souvent, parce que ça fait plus de 35 ans que l'orchestre dans Lignol, les musiciens de dans Lignol respectent cet engagement. Après une tournée aux États-Unis, ils reviennent, on sillonne le Fouta, mais c'est pour des associations de développement qui ont des projets qui sont vraiment à saluer. Et là, je pense qu'il faut dire chapeau aux musiciens de dans Lignol, parce que ce sont une entité commerciale, mais ils ont compris que Baaba Maal s'est engagé pour sa communauté. Et c'est cet engagement qui fait qu'on a fait Nanka pour pouvoir encore créer d'autres structures pour que les populations puissent quand même avoir là où travailler. Et je dis très souvent que bon, il y a certains artistes qui sont à l'aise pour faire de la politique. Moi, je ne sais pas faire de la politique. Je ne sais pas comment convaincre sur le plan politique. Je ne sais pas comment faire partie d'un parti politique. Je ne sais pas comment faire une campagne électorale ou bouger de clan à un autre clan. Je ne sais pas. C'est pas de ma nature. Ma nature, c'est ce que je suis en train de faire. Ma nature, c'est là où je me sens à l'aise. Et c'est ça qui m'a amené jusqu'au système des Nations Unies. Pour faire des plaidoyers, pour faire de telle sorte que les gens prennent des décisions pour quand même les populations qui sont un peu partout dans le monde. Pas seulement sur le continent africain, mais dans le monde entier.